suis dit, ça y est, j'ai trouvé le truc. Et en fait, bon, bah, ça a duré 2 semaines. Et puis j'ai fait une bêtise parce que j'ai participé à des tournois de trading au mois de décembre, janvier, février. Bon, je me suis calmé parce que je passais 250 trades par jour. Et puis à la fin, entre les articles et les tournois de trading et tout, j'étais. Donc le scalping, faut avoir des nerfs d'acier psychologiquement, faut être blindé. On peut pas traiter en même temps tout. On peut pas être négociant en trombone, en pomme, en bouteille d'eau. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Il Ouais. faut se focaliser sur peut-être 1% des traders qui vont y arriver de devenir vraiment millionnaires ou quoi. La plupart vont perdre. De toute façon, il faut traiter avant tout par passion et pas seulement pour gagner de l'argent. Je pense que quelqu'un qui s'y intéresse que pour parce que j'avais ces possibilités de gain a priori astronomiques. Ouais, très rapide. Voilà, très rapide. Donc, Très bah, bien. déjà, bienvenue, donc Marc Raffard, c'est ça, du Café du Trading. C'est Je me suis ça, pas trompé. merci beaucoup. Non, c'est ça. Merci beaucoup Pascal de m'inviter sur ta chaîne YouTube pour cette interview. Alors effectivement, depuis un peu moins d'un an maintenant, je suis, on va dire, à temps plein, pratiquement à temps plein en fait, pas tout à fait, mais pratiquement à temps plein, à écrire des articles pour Café du Trading et Café de la Bourse. Et en fait, il y Oui. a même un troisième site qui s'appelle Café du Patrimoine, sur lequel j'ai écrit quelques articles, mais c'est pas ma spécialité. Je suis plus orienté, moi, investissement boursier et trading actif. Et Donc, tu fais ça chaque depuis site, combien de chacun des temps? sites. Alors, moi, le trading, j'ai commencé en 2009. Trading actif, à découvrir le trading, à m'y intéresser. Non, non, 2009, je te dis des bêtises. 2007. 2007, j'ai commencé le trading en particulier, en autodidacte, à m'intéresser, à lire Hmm. des livres, suivre des formations, prendre tout ce que je pouvais prendre sur Internet. En 2007, il y avait nettement moins de choses qu'aujourd'hui. Donc, c'était des livres qui étaient traduits de l'américain. Je me rappelle, mon premier livre, c'était un livre de Raggy Horner sur le trading, sur le forex, sur les devises. Donc j'ai commencé, comme beaucoup, hein, à lire des livres, à m'intéresser un petit peu à ce qu'est le trading. En 2009, j'ai commencé à travailler pour des courtiers. Donc j'ai jamais été trader professionnel à proprement parler. J'ai toujours tradé, sauf les 2 dernières années. J'ai expliqué pourquoi j'ai ralenti mon activité de trading pour m'orienter sur l'investissement long terme. Mais en 2009, j'ai commencé ma carrière, on va dire, professionnelle dans le monde de la bourse et de la finance de marché. J'ai travaillé pour des courtiers voilà, qui arrivaient en France, qui arrivaient en Europe, des courtiers américains, des courtiers canadiens. J'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé à Londres pour un prime broker. Donc, prime broker, en fait, c'est le courtier des courtiers. Euh, on va dire le grossiste des courtiers. Oui. Et ensuite j'ai fait un petit passage dans l'univers des cryptos. Donc, j'ai travaillé comme responsable des relations investisseurs pour des ICO, des projets crypto, etc. 2 projets, après on parlait. Un qui a été abandonné, ils ont eu la correction de rembourser tous les investisseurs, ce qui n'était pas toujours le cas en 2016. Il y a beaucoup de projets où les gens ont levé des fonds et puis après ils sont partis dans la nature avec l'argent. Puis un autre projet qui court toujours, mais j'avais plus vraiment la même vision que les autres fondateurs. On était une équipe je sais plus, 5, peut-être 4 ou 5 à avoir fondé cette entreprise. Donc, j'ai préféré partir à ce moment-là. Et pour revenir, du coup, finalement, alors j'ai été un peu déçu quand même des cryptos. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Moi, je suis un fervent admirateur du Bitcoin, mais j'ai été très déçu de la tournure que les choses ont prise. Et donc, je suis revenu dans le monde de la finance traditionnelle. J'ai travaillé pour des émetteurs d'ETF, d'ETP, donc c'est des Exchange Traded Products, ETF, c'est des Exchange Traded Funds. Et ça pendant 3 ans, avant de finalement rejoindre l'équipe de Café de la Bourse, à savoir que Café de la Bourse, j'écris des articles pour eux depuis 2009, quand même, Ah oui. euh, mais en tant que contributeur externe.
Et là, voilà, je fais partie intégrante de l'équipe de rédacteurs, on va dire, attitrés ou officiels de Café de la Bourse et de Café du Trading. Et Voilà du un coup, petit peu pour... bravo. Ouais. Et Café de la Bourse, c'est quoi exactement? C'est juste un site ou il y a autre chose derrière? Non, Café de la Bourse, c'est un site qui a vocation à faire des contenus pédagogiques. Donc, on va retrouver aussi des analyses, pas beaucoup d'analyses techniques. Il y a quelques analyses techniques, mais c'est surtout des analyses fondamentales, Mhm. des analyses d'entreprise. On va dire 80% des articles sont quand même à vocation pédagogique. Il y a des articles courts, mais il y a aussi des gros dossiers, donc des articles qui couvrent tout un pan d'un sujet. Ils existent depuis 2007, Café de la Bourse, et aujourd'hui, on est 1, 2, 3, 4 rédacteurs et il y a d'autres membres de l'équipe, 2, 3 autres membres de l'équipe qui s'occupent du webmaster, du référencement, du SEO, etc. etc. Mais on est 4 rédacteurs à travailler, dont le rédacteur en chef, à travailler sur Café La Bourse. Ah Enfin, ouais. Café La Bourse, Café du Trading, Café du Oui, c'est Patrimoine. ça. Il y a Voilà, 3 sites différents, d'accord. voilà exactement. Exactement, Et, exactement. et donc c'est surtout de l'analyse fondamentale. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, comme on voit sur beaucoup d'autres sites, des utilisations d'indicateurs, je vais dire classiques comme RSI, MACD et autres, quoi. Non, très peu. En fait, on intègre des fois des analyses techniques dans certaines de nos analyses, dans certains de nos articles, dans certaines de nos reviews. Alors, si on fait Mhm. des analyses d'une action, là, par exemple, dernièrement, on a fait Carrefour, on a fait Nike. Il y a toujours une petite partie analyse technique, mais voilà, c'est très sommaire, c'est une petite partie de l'article. L'essentiel de l'article étant une revue des fondamentaux de l'entreprise, des bénéfices, des dividendes, des dettes. Enfin voilà, quand on fait une analyse en général, c'est plutôt une analyse fondamentale, voire comptable en fait de Mhm. l'entreprise. Mais du Voilà. coup, c'est surtout pour des investisseurs, pas pour les traders particuliers. Enfin, Alors c'est mon point là, de vue, c'est vrai que je peut-être que je parlais me plus de trompe, hein. café. Non, je parlais. Non, non, non. Enfin, après, il n'y a pas de. Il n'y a pas de méthodologie. Alors, c'est vrai que là, l'exemple que je donne, c'est plus des exemples qu'on va retrouver sur Café de la Bourse. C'est vrai Mhm. qu'ils s'adressent plus du coup aux investisseurs moyen long terme. Si on va sur Café du Trading, on ne va pas vraiment avoir beaucoup d'analyses. Il y en a. On a même des analyses qui sont fournies par des partenaires. Mais l'essentiel des articles qu'il y a sur Café du Trading, c'est vraiment de la pédagogie. Donc, sur comment traitent les gestionnaires de fonds, comment on traite les options. J'en passe. On a un article aussi que je mets à jour tous les mois sur les chiffres importants économiques à suivre. Donc c'est vrai, on n'est pas énormément orienté analyse technique, mais pour le trading, voilà. Mais ça se rapproche en fait un petit peu de mon approche à moi. C'est-à-dire que moi, je fais de l'analyse technique, mais très basique. Je ne regarde pas d'indicateurs. Mes analyses techniques, c'est des graphiques très, très sobres. C'est un support, une résistance, il n'y a Oui. pas d'indicateur, il n'y a même pas de support résistance diagonale, je prends que les horizontaux. Donc, c'est très, très sobre. Et c'est tout ce que je fais en termes d'analyse technique. Après, je vais suivre les news, la macroéconomie, les fondamentaux, etc. Quand je fais du swing trading, et après ça, quand je fais du scalping, euh, et ça, on reviendra un peu sur mon expérience de trading peut-être tout à l'heure. Quand je fais à titre perso, hein, parce que je précise que quand j'ai travaillé pour des courtiers, pour des gestionnaires de fonds, etc., je n'étais pas trader. J'étais courtier, tout au plus, mais pas trader. Par contre, j'ai toujours tradé à côté à titre perso. Voilà, quand je faisais du scalping, j'utilisais même pas, enfin, à peine support résistance. Donc, en fait, ce que je regardais sur les graphiques, c'était vraiment que la structure des chandeliers en 5 minutes, voire en 1 minute. Et à ce moment-là, je faisais du scalping. C'est une stratégie de trading que j'ai appliquée pendant quelques années. J'ai fait un peu tout le tour de toutes les stratégies d'ailleurs. Euh, et voilà. Et c'est vachement Voilà. balèze parce que faire du price action sur du M1, sur des formes de bougies, sur des modèles de graphiques, c'est quand même particulier. Parce que là, C'est c'est très assez- très bruité, quoi. c'est très bruité. Alors, c'est pour ça que j'ai souvent traité sur les devises. Sur les devises, c'était très aléatoire. C'était très difficile. Sur les indices, c'est plus facile. Tout dernièrement, là, alors je dis que j'ai arrêté le trading il y a 2 ans, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai participé à des tournois de trading au mois de décembre, janvier, février.
Bon, je me suis calmé parce que je passais 250 trades par jour et puis à la fin, entre les articles et les tournois de trading et tout, j'étais à la limite du burn-out. Donc voilà, il faut quand même que je me concentre sur mon travail. Mais j'ai découvert le trading sur crypto. Alors autant les cryptos, j'ai été très déçu. J'aurai l'occasion peut-être d'en reparler tout à l'heure sur la façon dont l'économie crypto a évolué. Par Hmm. contre, c'est vrai qu'il faut reconnaître que pour du trading, pour du scalping sur le Bitcoin, je ne parle pas des autres cryptos. Enfin, si, j'en ai fait un petit peu aussi sur du Cardano, sur l'Ethereum et tout, mais surtout sur le Bitcoin le week-end, parce que les marchés crypto sont ouverts le week-end. Faire du scalping sur le Bitcoin le week-end, c'est fantastique. Ça paraît même trop beau pour être vrai, parce que ça marche vraiment très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir 150 indicateurs, juste, juste les bases des chandeliers japonais, c'est-à-dire les mèches, traiter les mèches, Ouais. voilà, quand comprendre la force qu'il y a sur les marchés sur la base des chandeliers. Ça marche très très bien sur le Bitcoin et encore mieux le week-end. Alors, une petite question perso, parce que moi j'adore ça. Tu travailles que sur les chandeliers japonais, pas sur Ouais, les équivalents Renko, Aikanashi et tout non. ça. J'ai essayé, mais en fait, je vois pas la valeur ajoutée. Je vois pas la valeur ajoutée. Alors, je me suis pas plus penché que ça non plus dessus, hein, donc, Hmm. mais j'ai pas vu une valeur ajoutée dans la lecture qui m'aide plus que les chandeliers japonais. Donc, j'ai regardé, mais après, je suis revenu aux chandeliers japonais classiques. Oui, petit retour sur mon expérience aussi. Bon, avant de travailler à la finance de marché, j'ai fait un petit passage à la gendarmerie, donc j'ai travaillé pendant 4 ans en tant que gendarme. Donc, avec comme objectif d'être motard, mais ça n'a pas pu se réaliser. Donc voilà. Voilà, je suis revenu à la vie, comme on dit, à la vie civile. Alors, je regarde le plan que j'avais, hein, parce que j'avais le Oui, bien plan qui sûr. était donc découverte du trading. Bah, tu as raconté tout ce que tu avais fait, effectivement, sacré parcours. Les marchés utilisés, donc tu racontais que tu étais surtout sur le marché Alors, des devises. indice et Alors, devises, ouais. en fait, on va dire sur les 15-16 ans de trading, moins les 2 dernières années, on va dire sur les 12-14 ans de trading que j'ai pu faire, parce que j'ai fait des pauses hein, quand même. Je pense qu'on a tous fait des pauses, des moments où on a eu des Hmm. périodes où c'était plus difficile ou quoi, où j'ai fait des pauses. Des moments où c'était pas possible aussi, parce que quand j'ai travaillé pour certains courtiers, j'avais pas le droit d'avoir un compte il y avait un conflit d'intérêt, j'avais pas le droit d'avoir un compte à Ouais. côté. Donc, j'ai beaucoup traité les devises. Et en fait, j'ai beaucoup traité les devises parce que je suis arrivé par là, j'ai découvert ça comme ça. Comme beaucoup, je pense, ce qui m'a attiré au début, alors je remonte en 2007, donc en 2007, on n'avait pas les restrictions qu'on a aujourd'hui en Europe, mais à l'époque, en 2007, on proposait 200, 300, 400, 500 d'effets de levier. On nous a tiré avec des publicités où a priori c'était merveilleux. Et c'est pour ça que je suis arrivé, comme beaucoup, hein, je pense, sur ce marché-là, plus que sur d'autres marchés, parce que j'avais cette possibilité de gain a priori astronomique. Ouais, très rapide. Euh, Hmm. voilà, très rapide. Voilà. Donc j'ai été happé par la patte du gain, comme beaucoup. J'ai commencé à trader, j'ai gagné beaucoup d'ailleurs au début, j'ai vraiment gagné beaucoup et je me rappelle à l'époque, je savais pas ce que je faisais quand j'y repense maintenant parce que je comprenais rien, mais je me voyais déjà. Alors moi j'habitais à l'époque à Nice et je me voyais déjà déménager à Monaco. Je me suis dit ça y est, j'ai trouvé le truc et en fait bon bah ça a duré 2 semaines et puis j'ai fait une bêtise parce que ça devait arriver et j'ai tenu ma position, j'ai tenu, je suis resté entêté dans mon truc et puis tout ce que j'avais gagné même et tout ce que j'avais déposé est parti en fumée en l'espace. Alors ça a pris du temps, enfin ça a pris du temps. Ça a paru une éternité, mais ça a pris une semaine, quelques jours, un peu plus d'une semaine et tout est parti en fumée. Donc c'est là où je me suis dit, alors là j'ai été un peu écœuré pendant quelques semaines, voire quelques mois. Puis après je me suis dit, bon quand même il y a peut-être quelque chose à faire. C'est là où j'ai commencé à acheter des livres, à m'instruire et à comprendre qu'en fait voilà, je faisais complètement n'importe quoi, que j'avais aucun money management, aucune analyse et que c'était vraiment du bol quoi. J'aurais mis les gains que j'ai fait,
je sais pas moi, 10 euros banco ou bingo ou je sais pas quoi, ça aurait été Mm. pareil. C'est C'était vraiment la impressionnant norme. ce que tu dis, hein. C'est vraiment impressionnant parce que énormément de gens que j'ai pu rencontrer ont la même histoire pratiquement. Ouais, Où ils se ouais, sont mis beaucoup, dans le hein. trading, ils ont fait. Alors, est-ce qu'ils ont eu du bol ou est-ce que c'était des circonstances particulières, mais ils ont tous, à un moment donné, gagné du pognon et d'un seul coup, ouais, il y a un truc qui s'est mis en travers et ils ont tout perdu. Ouais. Et Non, c'est mais en là où fait, généralement les gens se remettent en question. C'est impressionnant, hein. ouais, ouais, non, mais en fait, c'est intéressant. Alors, pourquoi tout le monde s'intéresse au trading comme ça? Bon, les publicités ont beaucoup joué hein, pour Mm. avoir cette approche-là. C'est-à-dire que on m'aurait dit, on m'aurait attiré en me disant attention, il faut y aller prudemment, il ne faut pas utiliser d'effet de levier, etc. J'aurais pas agi pareil déjà sur les marchés. Ensuite, je pense que le phénomène qui fait qu'on a cette période pendant laquelle on gagne, c'est qu'en fait, quand on sait rien, quand on n'a aucune connaissance, on a un biais au début, dès le départ, on a un biais, ça va monter, ça va baisser, qui est basé sur sa perception. Et en général, les tendances, bah, finalement, si on fait que suivre la tendance, si on met pas de stop loss, c'est ce que j'avais fait, si on met pas de stop loss, si on utilise un peu d'effet de levier, mais pas trop pour pas se taper d'appel de marge, Mm. et qu'on a raison, entre guillemets, sur le sens de la tendance pendant quelques jours, effectivement, c'est là où on gagne de l'argent. Et dès que la tendance se retourne, ben, on reste obstiné dans son truc et c'est là où on se ramasse des gamelles. Donc en fait, je pense que ce phénomène, cette expérience qu'on a tous vécue, après, il y en a qui ont perdu direct. Hein. Premier trade, ils ont tout perdu. Hein. Donc eux, c'est encore autre chose. Mais je pense que statistiquement, si on prend 1000 traders qui connaissent, enfin 1000 personnes qui connaissent rien au trading, on les met devant une plateforme de trading, qu'on leur donne 200 d'effets de levier, et bah, je pense que statistiquement, il y en aura, allez, on va dire 50% qui vont jouer à la hausse, 50% qui vont jouer à la baisse. Et du coup, bah, le marché il va monter. Comme en général, on ne met pas de stop loss, on n'a pas de money management, puis on fait un Ouais. peu n'importe quoi. Hop, on achète. Et puis, si ça baisse, on dit ça va remonter. Si ça monte, on dit ça va continuer à monter. Et on a raison pendant un temps, mais c'est pas parce qu'on a raison, c'est parce on fait partie des 50% de gens qui sont dans la bonne équipe. Mais c'est tout, quoi. Ouais, tout à C'est, fait. c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, je connais des gens malhonnêtes qui vendent alors, soit des formations, soit de la gestion de comptes, soit des signaux, soit n'importe quoi. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent une centaine de comptes avec 100 euros. Il faut avoir un petit peu de capital au début. Ils prennent une position acheteuse sur la moitié des comptes et une position vendeuse sur la moitié des comptes. Et au D'accord. final, et au final, alors, elles font un peu du moyen, ils gardent des trades qui a 3-4 jours, 5 jours. Et au final, ils arrivent à avoir un compte sur lequel, alors évidemment, par déduction, un compte où ils ont eu toujours raison. Par D'accord, je déduction. connaissais pas ça. Ouais, c'est une technique. Ils arrivent à, bah, du coup, par déduction, donc il y a 50% des comptes qui sont perdants, 50% des comptes qui sont gagnants. Puis après, hop, on prend une position à l'achat et à la vente. Et en fait, par déduction, ils arrivent à montrer un compte où ils se sont jamais trompés pendant 6 Mm. mois. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une technique. Ouais, c'est une technique. Bah, d'ailleurs, faut faire attention, faut pas être naïf. Quelqu'un qui a jamais perdu, qui montre un truc où il a toujours gagné. Bon, on le sait en trading, même un très bon trader, si on a un bon ratio rendement-gain, on fait 50-60% de trades gagnants, c'est déjà très bien. Mm. Donc 100% de trades gagnants, ça n'existe pas. Ouais, Ça c'est ce que existe, j'appelle moi les vendeurs de rêve en fait, ceux qui brassent de c'est ça. l'argent et qui font croire que le trading c'est magique, quoi. Ouais. On achète, on vend, on est riche, quoi. Et souvent, ils ont, alors soit ils ont un peu de sous, ils mettent créer 100 comptes de 100 euros comme je te dis, soit Mm. ils n'ont pas de sous, à ce moment-là, ils créent 100 comptes de démo, ça coûte encore moins cher, et Ouais. puis ils me disent, ouais, bah, c'est en démo, c'est pour vous montrer que c'est possible, mais voilà comment ils font pour afficher des fois des track records, parce que des fois on se demande, il y en a, ils affichent des 1000% en 3 mois, comment même ils ont fait, quoi. Bah, tu as la solution. Ouais. Voilà. Donc soyez, Oh, soyez pas, voilà, faites attention alors moi je me suis fait escroquer aussi à mes débuts hein, par des vendeurs de rêve parce que j'étais dans cette optique hein, bien sûr. Et en fait j'ai adopté un adage ou je sais pas comment on dit, un slogan, un leitmotiv comme on dit en anglais. C'est quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Comme ça écarte déjà 90% des problèmes.
Ouais, mais c'est vrai que, enfin moi j'ai vécu ça aussi, hein. C'est vrai que j'ai vécu aussi ce côté rêve, enfin le côté rêveur du trading où on croit qu'effectivement on achète quand c'est en bas, on vend quand c'est en haut et on est riche forcément puisque de toute façon on a fait les bons achats et les bonnes ventes là où il fallait. Hein. Et puis on se Et puis fait avoir. on ouvre un tableau Excel, on fait une simulation sur les prochains mois. Ah ça c'est pire que tout, ça c'est pire que tout. J'avais fait une vidéo justement sur les fameux tableaux Excel où on prévoit 1% par jour, mais au bout d'un an c'est bon quoi, on a le million, hein. Ah, C'est ouais, mais c'est 1% énorme par ça. jour, c'est très difficile à tenir en vrai. C'est pas, le trading, c'est pas aussi régulier que ça. Le trading, d'ailleurs, je pense que la clé entre guillemets du succès, ou en tout cas ce qu'il faut essayer de comprendre quand on fait du trading, c'est qu'on est dans un environnement chaotique et il faut essayer de trouver un petit peu d'ordre dans un environnement Ouais. chaotique. Donc, les 1% par jour, on y a tous rêvé. Et puis quand ça marche pas, on se dit allez, un demi, ça va suffire. Ouais, c'est ça. Mais non, non, je pense qu'on a tous fait, enfin, tous ceux qui ont un peu de bagage, ceux qui ont un peu d'expérience, on a tous vécu ça. Ça sert à rien non plus aussi de se braquer face aux gens qui débutent, de leur dire mais arrête avec tes conneries de tableau Excel. À un moment donné, bon, soit il y a des gens qui comprennent tout de suite, qui percutent, que vous avez déjà fait l'erreur et ça sert à rien de la reproduire. Après, il y a des gens, ils ont besoin de faire l'erreur eux-mêmes. Donc, ça m'est arrivé, moi, de me braquer avec des gens, surtout en tant que courtier, de leur dire, mais faites pas ça, etc. Bon, finalement, allez, faites votre erreur. Et puis j'en ai quelques-uns qui me rappellent quelques années après en me disant, bah, vous aviez raison. Ah bah quand même, c'est bien. Ils l'ont reconnu. Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive. Et Mais justement, par rapport à ces tableaux Excel ou ces espèces de plans magiques que l'on peut se faire, toi, comment tu t'organises quand tu trades vraiment sur les marchés? Est-ce que tu as une préparation? Comment tu organises ton temps par rapport au marché? Parce que je sais que tu as des horaires aussi particuliers par rapport au marché sur lequel tu travailles. oui, bien sûr. Alors après, ça dépend. C'est très variable. Quand tu traites sur les devises, ce que j'ai fait la plupart du temps, tu es obligé de te calquer effectivement sur une session, même si le marché il va 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non, 5 jours sur 7, tu es Mm. obligé de te calquer sur une session. Donc moi, j'avais choisi la session de Londres, celle qui est la plus liquide, celle où il y a le plus d'activité, pour traiter l'euro-dollar. Donc pareil aussi, j'ai fait plein d'erreurs de vouloir traiter 150 paires de devises en même temps. Finalement, en fait, on peut pas traiter en même temps tout. On peut pas être négociant en trombone, en pomme, en bouteille d'eau. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Il Ouais. faut se focaliser sur un marché. Et quand on regarde les calendriers économiques, alors moi j'ai vu beaucoup traiter les news. Donc j'ai attaché beaucoup d'importance au trading de news. J'ai fait de l'analyse technique mais très basique. Donc après ça dépend aussi des stratégies que je mettais en place. Euh, déjà par exemple quand je revenais de vacances je m'obligeais à suivre le marché, donc à regarder ce qui se passait d'un point de vue annonce économique, d'un point de vue analyse technique, d'un point de vue mouvement de marché, etc., pendant 2 ou 3 jours minimum sans traiter, pour me remettre dans le bain. Parce que D'accord. ça, c'est par expérience, hein, parce qu'au début, j'ai remarqué que si j'ouvre les graphiques tout de suite, je vais trouver un truc. Tout de suite, je vais trouver, tiens, il y a une opportunité. Alors qu'en fait, il suffit de laisser passer une demi-journée, de reposer, de regarder le truc avec du recul et de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est n'importe quoi. J'ai acheté sur un petit pic de machin, un truc, c'était nul, ça sert à rien. Donc je me force. Donc déjà, premier truc, si jamais je suis pas dans le bain, c'est de me mettre dans le bain. Ensuite, euh, ensuite, moi, j'avais plutôt tendance quand je faisais du swing trading. Alors, quand je faisais du scalping, c'était différent. Mais quand je faisais du swing trading, c'était vraiment. Alors, moi, j'ai toujours aimé les cassures de support de résistance. Alors que c'est pas ce qui marche le mieux. Souvent, les rebonds sur les supports résistance marchent mieux. Moi, j'ai toujours joué les cassures. On a tous un biais comme ça, hein. On a tous Oui. un biais dans la stratégie. Euh, donc, j'ai toujours essayé voilà, de chercher les moments où pouvait y avoir effectivement des cassures de support de résistance, en faisant attention, si je faisais de l'analyse technique, à pas être dans une news, et si je suis dans une news, à oublier l'analyse technique. Donc vraiment, au moment où, en plus, les news, elles ont vraiment un effet très souvent très court. Donc quand je traitais les news, j'oubliais mes supports résistance, et quand je traitais les supports résistance, je faisais attention à ce qu'il n'y ait pas de news, parce que sinon, voilà, on passe à travers Ouais. comme, voilà, on a tous connu ça. Donc ça, c'est quand je faisais plus du swing trading. Donc voilà,
c'était assez basique. De toute façon, je travaillais dans la finance, donc j'avais quand même de toute façon mes 4 écrans, mes plateformes, etc. Même si j'étais pour un courtier, j'arrivais le matin assez tôt et de toute façon, ça faisait aussi partie de mon métier de savoir un petit peu ce qui se passait sur les marchés, parce qu'après, j'avais des clients au téléphone, etc., qui allaient me poser des questions. Donc, ça faisait partie quand même de mon métier. Donc, en fait, j'étais dans le bain et puis je passais quelques trades quand j'avais la possibilité de le faire, parce qu'à Londres, j'avais pas le droit. Les 2 ans que j'ai fait à Londres, j'avais pas le droit. Et, et ça, c'était pour le swing trading. J'ai mis en place d'autres stratégies. On a parlé du scalping tout à l'heure. Oui. Le scalping, c'était encore autre chose. C'était vraiment là, du coup, la tête dans le guidon pendant 1 heure ou 2 à faire 100, 150, 200 trades en fonction des actifs aussi, bien sûr. Mais donc là, c'était la tête dans le guidon sur des chandeliers 1 minute ou 5 minutes. J'avais différentes stratégies, mais je jouais sur tous les mèches en fait. Quand on arrivait sur un moment où le marché il avait pris par exemple l'équivalent de, alors sur l'euro-dollar ça pouvait être 30-40 pips. Si l'euro-dollar avait pris 30-40 pips à la hausse ou à la baisse, je cherchais la bougie où il y allait avoir une grande mèche et je jouais le retournement sur quelques pips, 4-5 pips, pas plus. Donc ça, c'est quand j'ai fait du scalping. Je me suis essayé un peu au carry trade aussi, ce qui est compliqué parce que du coup, on regarde les taux d'intérêt, on joue sur les différences de taux d'intérêt, mais il faut quand même neutraliser le risque. Ça j'ai pas eu grand succès là-dessus, parce que les devises qui rapportent le plus d'intérêt, c'est évidemment les devises les plus volatiles. Donc, j'ai pas eu énormément de succès sur ce type de stratégie. D'ailleurs, j'ai assez rapidement abandonné enfin, ça paraît magique parce que tous les jours, tous les soirs à 23h, on a son rollover qui est payé, donc c'est les taux d'intérêt qui sont payés, et ça bouge pas trop, et puis d'un seul coup, boum, ça bouge de 200 pips, et là, on a perdu l'équivalent de 6 mois d'intérêt. Donc, bon. Après, ça reste une stratégie qu'utilisent beaucoup les professionnels, mais après, je pense qu'il faut se couvrir avec des options, etc. Bon, ça m'a semblé trop compliqué. J'ai mis en place, à propos des options, des stratégies d'arbitrage entre différents fournisseurs d'options en OTC. Donc ça, c'était intéressant. J'avais trouvé il y avait des décalages, en fait. D'un côté, je pouvais acheter une option à un prix et une prime. De l'autre côté, me couvrir en vendant l'option. Et en fait, il y avait une différence à chaque fois de 200-300 euros. Donc avec un tout petit peu de levier, avec 3-4 de levier, bon, ça faisait des sommes intéressantes. Et c'était des options qui coulaient sur un mois. Donc c'était bien, mais à mon avis, je pense qu'il devait y avoir une faille, je ne sais pas, parce que ça a très bien marché pendant un moment. Puis après, l'arbitrage ne marchait plus du tout. C'est-à-dire que les différences, elles se sont réduites. Et puis après ça valait plus le coup d'immobiliser cette somme d'argent pour gagner. Alors, avec un peu d'effet de levier, j'arrivais à faire 800-900 euros par mois. Donc, c'était intéressant. Et puis, à la fin, c'était 80-90 euros. Donc, ça valait plus le coup de. Oui, pour un gros travail d'analyse, parce qu'il faut quand même voir les différents marchés, c'est ça? C'est quand tu achètes et tu vends sur différents marchés? Non, c'était vraiment sur le même marché. Ah, le même? C'était vraiment toujours sur l'euro-dollar. J'ai acheté une option, je prenais une option, j'achetais une option call par exemple, et je vendais un call, donc j'étais couvert du coup, parce que d'un côté j'encaissais la prime, de l'autre côté je la payais, mais la prime que j'encaissais était 300 euros supérieure à la prime que je payais pour le même montant de contrat, pour un contrat de 100 000. Donc ça valait vraiment le coup. Mais après, le truc, c'est que j'utilise un petit peu de l'effet de levier. Donc, je prenais 900 euros de différence. Donc, on va dire, je recevais 1900 euros de prime pour vendre l'option et je payais 1000 euros de prime pour acheter l'option. Et puis, c'était la même option, même strike, au même prix, au même montant. Donc, à la fin, à l'échéance, au bout du mois, moi, j'étais complètement couvert. Et c'était vraiment très bien. Des fois, même, je pouvais même couper l'option avant. Si je coupais les 2 options, je pouvais les couper avant la fin du mois. Mais le mieux, c'était d'attendre l'échéance et j'étais complètement couvert. Et donc, du coup, alors soit j'étais complètement couvert à l'échéance à la fin du mois, soit il y avait des situations où le marché décalait fortement, où c'était volatile. Enfin, puis j'arrivais à fermer les 2 positions en avant et en faisant encore un petit gain supplémentaire. Donc non, c'était très bien, mais après ça valait plus le coup parce qu'il fallait quand même immobiliser pas mal d'argent pour les exigences de marge.
et que si c'est pour gagner 900 € par mois, ça vaut le coup. Si c'était, surtout que ça demandait aucun effort, hein. Oui, bah c'est sûr, Ça oui. demandait vraiment aucun Mm. effort. On prenait les deux options, l'achat d'options, la vente d'options en début de mois, et puis on attendait jusqu'à ça passe jusqu'à la fin du mois. Ça demandait aucun effort. Mais par contre, après, ça valait plus le coup pour 90 €. On n'immobilise pas 8 ou 10 000 euros, ça vaut pas le Oui, coup, c'est ça, quoi. oui. Alors, la grande question, c'est vrai que j'ai deux questions, moi, que j'aime bien parce que c'est vrai que souvent j'en parle quand je parle avec différents copains. C'est quelle est ta plus grosse tôle vécue sur les marchés? Alors, je pense que ma plus grosse tôle, c'est celle du début, hein. C'est celle du. Non, non, j'en ai deux. Enfin, il y a celle du début. Celle du début, parce qu'en fait, je t'ai raconté tout à l'heure, Mm. j'ai gagné, gagné, gagné. Et du coup, j'avais commencé avec un compte peut-être de, je sais plus, 2500, je crois, euros, que j'ai fait passer rapidement à pas loin de 10 000 €. Et sur un trade, j'ai tout balayé. Donc, Oh c'était la vache. ouais, c'était certainement ma plus grosse tôle. Mais bon, j'ai toujours essayé de relativiser en disant que j'ai perdu 2005 sur ce coup-là. Mais non, en réalité, j'ai quand même perdu 10 000, hein, parce que je les Mm. avais, ils étaient là sur le compte, Ah hein. oui. Donc non, c'est certainement ma plus grosse tôle. Et après, ma deuxième plus grosse tôle, c'était un an après, où justement je commençais le scalping et j'avais un compte plus important. J'avais mis, je crois, 25 000 € et j'ai scalpé. Mais alors, j'ai scalpé, je crois que c'était un truc de fou, hein, parce qu'en plus, il n'y avait pas de limite sur les leviers à l'époque. C'était avec Saxo Bank, Saxo Bank France. Je crois que j'ai traité 20 millions en contrat devise sur la Oh. journée. Et évidemment, 20 millions, un PIP, bah, du coup, ça fait 20 000 €. Un PIP, hein. Mm. Donc là, j'avais enregistré, je crois, 6 000 € de pertes sur la journée. J'avais fait des gains, des pertes, des gains, des pertes. J'avais enregistré 6 000 € de pertes. Et là, je me suis posé. Je me suis dit, bon, déjà, j'ai cramé 6 000 €. Ensuite, j'ai traité 20 millions. Donc, si j'avais perdu un PIP en moyenne, j'aurais cramé mon compte. Et là, je me suis posé, je me suis dit, bon, là, je fais n'importe quoi. Donc là, ouais, c'était aussi ma deuxième. Ouais, ma deuxième. La première, en fait, j'ai perdu donc à peu près 10 000 en l'espace un peu plus d'une semaine, peut-être. Une semaine, en fait, c'était une semaine et je pense que c'est à l'ouverture du marché le lundi, là, avec le gap, où ça m'a achevé. Donc un peu plus d'une semaine. Et l'autre, le truc, c'est que c'était beaucoup plus rapide. C'était moins en somme, mais c'était en une journée, en une après-midi. Enfin, non, je crois que c'était une journée complète où j'ai scalpé, mais comme un fou furieux, en faisant n'importe quoi. Euh, et donc, ouais, ça, c'est mes deux plus grosses tôles, là. Tu as quand même pris des leçons de ces tôles-là. Tu as quand même appris sur toi, j'imagine. Ah ouais, ah bah, de toute façon, mais même, ouais, ouais, ça j'ai appris beaucoup sur la psychologie, sur beaucoup, beaucoup de choses, bon, la première, j'ai appris que je comprenais rien, en fait. La deuxième, j'ai appris que quand on fait du scalping, on peut très vite rentrer dans ce côté gambling, dans ce côté jeu, Ouais, casino. Il faut faire le attention parce que flambeur, quoi. Ouais. faut faire attention avec le scalping, c'est ça qui est dangereux. C'est on fait une petite perte d'un pip, on fait un petit gain d'un pip, et puis on fait une petite perte de 5 pips parce que des fois ça va très vite. Et puis là, on est tenté d'utiliser 5 fois plus de levier pour se refaire vite, vite, vite. Donc le scalping, faut avoir des nerfs d'acier psychologiquement, faut être blindé. Idéalement, il ne faut même pas regarder les montants. Moi, à la fin, je regardais même plus les montants sur mes plateformes. Je regardais que ce que je gagnais en pipe. Mais je voulais plus voir les montants en euros ou quoi pour pas être tenté justement de partir en cacahuète. Donc ça, ouais, c'est clairement mes deux plus grosses. Ouais, mes deux plus gros viandages, comme on va dire. Mais Grosse écoute, gamelle. moi, je suis vraiment content de ce que tu as dit parce que la réaction, parce que je me suis pris des tôles aussi, moi, régulièrement, à plus petite échelle que toi quand même, hein, mais ça fait mal quand même, hein. Ah ouais, Et ça fait c'est vrai mal. que la réaction que j'ai eue, c'est je ne dois plus regarder le pognon, je dois regarder les pourcentages, enfin des valeurs qui sont décorrélées de l'argent. Mm. Parce que sinon, enfin moi en tout cas, personnellement, je me suis dit, mais je suis en train de péter un câble parce que je pense argent. Je devrais plutôt penser pourcentage, évolution, enfin objectif, et surtout pas argent. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est vraiment ça, quoi. L'argent, ça a tendance à Non, c'est péter le cerveau, quoi. Non, bah, quand tu vois que tu as perdu 300, 400, 500 € sur un trade,
Déjà, tu es devant, en plus le marché il s'affole, il y a des annonces, ça bouge dans tous les sens. Tu te dis c'est tellement volatile que 5 pips, je vais réussir à les reprendre très facile. Ouais. Ça bouge, même si je suis pas dans le bon sens, ça bouge tellement que... Et puis non, en fait. En Et non. fait, non, et puis tu es là, et puis ça s'enfonce, ouais, puis j'ai connu ce truc où tu es paralysé devant ton écran, où tu te dis c'est pas vrai, c'est pas vrai, là, c'est pas possible. Là, la perte elle est trop grosse, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ouais, bah si, c'est possible. Et c'est là où il faut avoir ce réflexe impératif. Donc déjà avoir un stop loss de toute façon. Mais même avant, en fait, moi, le stop loss, je le mets toujours c'est vraiment une sécurité, le stop loss. Là, c'est une ceinture de sécurité. J'aime bien donner cet exemple. C'est pas parce que j'ai une ceinture de sécurité que je vais pas m'arrêter si je vois une voiture qui freine devant. Ouais. J'attends pas d'être dedans, même si j'ai la ceinture de sécurité, les airbags et tout. Si je vois que ça freine, je freine quand même. Donc vraiment le stop loss, c'est vraiment une sécurité en quelque sorte, si jamais ça part en live. Mais des fois, je le vois que de toute façon c'est mal parti dès le départ et qu'il faut couper avant d'atteindre le stop loss. Ouais, la psychologie du trader, il y a enfin, quasiment tous les traders particuliers balayent ça d'un revers de main, mais si C'est on le très gère pas, important, c'est hein. mort, hein. Ouais. C'est très important, très très Et important. donc C'est pour là, ça. Ouais. excuse-moi, donc là, tu as parlé de psychologie lors des pertes, mais et quand tu gagnes beaucoup, la psychologie, j'imagine qu'elle est là aussi. Alors, curieusement, j'ai jamais fait un super gros gain. Le Bitcoin que j'ai acheté à 1000 $ à peu près, que j'ai revendu à 10 000, ça c'était un gros gain, mais il n'y avait Ouais, pas d'effet de levier, c'était pas du trading, c'était plus de l'investissement, puis de la chance, il faut bien reconnaître ce qui est. Même si j'ai regretté après de l'avoir vendu à 10 000 parce que c'est remonté à 20 000. Puis après, c'est redescendu à 3 000. Et là, j'ai fait ouf. Parce que si c'était oui. monté à 20 000, j'aurais pas vendu à 20 000. Ça, c'est sûr. Puis si c'était redescendu à 10 000, j'aurais pas vendu à 10 000. Je serais retombé à 3 000, c'est sûr. Parce qu'il y a cette psychologie, hein, quand on passe de 10 000 à 20 000, et puis qu'après on repasse de 20 000 à 10 000, on se dit non, ça va remonter. Puis en fait, donc finalement, bon, de toute façon, on le dit souvent à la finance, la bourse, c'est le temple des regrets. De toute façon, même si on gagne, on regrette toujours parce qu'on se dit qu'on aurait pu gagner un petit peu plus. Ouais. Ce qui était le cas quand j'ai fait cette transaction sur Bitcoin. Là, par contre, c'était un trade. Je me rappelle, c'était pendant la période de Noël. C'était un trade que j'ai pris avec beaucoup d'effets de levier. J'ai dû faire peut-être 4 ou 5 000 euros sur le trade. Et c'était pendant la période de Noël parce que j'étais en vacances chez mes grands-parents dans le nord de la France, en Belgique plus précisément. Donc je me rappelle très bien que je regardais mon téléphone de 3-4 fois par jour et je gardais cette position et je remontais mon stop loss à chaque fois, tous les jours. Et à la fin, ouais, j'ai dû gagner quelque chose comme 3 800 € quand le stop loss a été atteint, que ça a rebaissé. Mais j'ai pas d'explication sur ce gain, ce qui est frustrant parce que c'est pas. En plus, je traitais pas l'or. Je sais pas pourquoi je suis arrivé. J'ai dû lire une analyse ou un truc où on m'a dit l'or ça va exploser, l'or ça va exploser. Et je me suis dit bon allez, j'y vais. Mais bon, j'ai pas vraiment d'explication pour ce trade gagnant. Maintenant après c'est sûr que. Mais cette fois-ci j'avais vraiment bien géré mes émotions parce que je m'étais pas vraiment. Je remontais. Progressivement mon stop loss, je m'enflammais pas. J'aurais pu faire l'erreur de vouloir, parce que ça c'est une erreur, ça peut être une erreur, je dis pas que c'est systématiquement une erreur, mais ça peut être une erreur, c'est-à-dire de vouloir pyramider sa position, c'est-à-dire la faire grossir au fil du temps. Alors on a gagné 100, allez hop, je fais grossir ma position, puis je la fais grossir, et au final elle devient si grosse qu'un micro-mouvement fait perdre tout le gain qu'on a encaissé depuis longtemps. Donc là, non, là j'étais resté assez serein, en plus j'étais vraiment. Donc, je saurais pas. Il n'y avait rien d'un point de vue analyse, moi, qui m'avait dit il faut que j'achète. Je me rappelle que c'était une intuition, un article que j'avais lu. Et après, j'ai réussi à bien suivre la position, à bien remonter les stop loss sur les derniers plus bas et à suivre ça pendant. Ça avait duré un mois et demi, hein, parce que je me rappelle que j'étais à Noël, donc chez mes grands-parents. Puis après, ça a duré jusqu'au mois de janvier. Puis je crois que c'était mi ou fin janvier. Tac, ça a corrigé. Je Ah, suis quand même, sorti. d'accord, ouais. Et j'étais très content. J'avais vraiment réussi à faire un trade comme on aimerait bien en faire à chaque fois. C'est-à-dire, on prend la tendance bien au début. Et puis Hmm. hop, on la suit, sans trop se stresser. Ça m'avait semblé en plus vraiment très facile.
Et puis, j'avais fait un beau gain. C'était peut-être mon plus beau gain. Et après, sinon, les derniers tournois de trading que j'ai fait là au mois de janvier, février, euh, décembre, janvier, février, euh, c'est des tournois de trading avec de l'argent fictif, mais avec des règles très strictes sur l'utilisation de l'effet de levier, sur les nombres de positions qu'on a le droit d'ouvrir, etc. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi comme dans certains tournois de trading. Mais je me suis surpris à faire des performances époustouflantes parce qu'en fait, plein de fois dans les tournois, si ça avait été moi, je me serais arrêté. Je me serais dit, ah ouais, j'ai fait une super journée, je m'arrête. Mais Ah oui, mais là, c'est le il est en tournoi. temps réel, comme le classement il est en temps réel, ça pousse, alors c'était que du scalping en plus, hein, ça pousse à se dire, bon allez, là je suis obligé, même s'il est 21h, allez, je dois encore faire une heure et demie de scalping, parce que les autres, ils sont en train de me dépasser. Donc ça m'a permis de me dépasser, entre guillemets. Hmm. Parce que plein de fois, hein, franchement, à la moitié de ce que je faisais comme performance, je me serais dit, bon, c'est bon, là, j'ai, euh, voilà, j'arrête. Mais là, ça m'obligeait à continuer. Et une fois, j'ai été combien, deuxième sur un classement de, je sais plus combien on était, 150 peut-être participants. Et j'avais fait une performance, alors je ne saurais plus te dire, c'était sur une semaine, peut-être du 50%, enfin un truc que jamais j'aurais fait en temps normal. Et j'étais assez content de moi parce que les règles étaient très strictes, hein. On ne pouvait pas utiliser d'effet de levier. On était obligé de jouer sur plusieurs, soit faire du scalping, soit jouer sur plusieurs actifs en même temps. Enfin, les règles étaient assez difficiles. Et ça, pour éviter en fait le gars qui a un coup de bol, qui met un max de levier et Ouais. qui gagne le tournoi. Voilà, les règles étaient vraiment faites dans ce sens-là. Donc c'était pas mal. Voilà, mais c'était pas un gain réel. Mais voilà, pour le plaisir, parce que j'avais arrêté le trading pendant 2 ans avant ça pour me focaliser sur l'investissement long terme. Et j'ai expliqué pourquoi ça tout à l'heure. Donc c'était une petite tentative de remettre le pied à l'étrier, comme on dit, pour voir si j'avais pas perdu le truc. Et puis j'ai été très satisfait de voir que j'ai pas gagné tous les tournois, j'ai participé à des dizaines de tournois. Il y a des fois j'étais dixième, des fois j'étais cinquième, et puis une fois deuxième. J'étais plutôt satisfait des résultats que j'avais, satisfait et surpris parce que ça me poussait vraiment à me dépasser. Ouais, mais ça veut quand même dire que tu as d'une part la technique, enfin, quand je dis technique, c'est surtout l'habitude de lire les marchés et de les comprendre Ouais, quelque part, et la psychologie qui va avec. Je ouais, pense tout que à fait. les deux, si tu en as un des deux qui marche pas, ça marche pas, hein. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Et on s'est amusé d'ailleurs avec un ami aussi qui traite. C'était sur les cryptos, donc c'était un dimanche, je crois un dimanche après-midi. Lui s'était aussi inscrit sur les tournois et on s'était mis en Skype justement. Je crois que c'était un Skype ou c'était un Zoom. Peut-être un Skype. On s'était mis. Non, c'était un Facebook Messenger. On s'en sort plus avec les. C'était un Ouais. Facebook Messenger et on traitait ensemble. C'était très rigolo parce que je disais j'achète, enfin on scalpait, hein, du coup il me disait je vends, j'achète, je vends, et puis au final, bon, c'était rigolo parce qu'il y avait aussi ce côté, on traite ensemble, ce que j'ai très peu fait en fait, hein. Je sais qu'il y a des salles de marché qui existent pour les traders particuliers, je sais qu'il y a des infrastructures web qui permettent de trader ensemble, mais au final tout le temps j'ai toujours traité tout seul, et franchement, enfin, juste pour le côté fun, hein, je parle pas du côté argent ou quoi, Ouais. juste pour le côté fun, c'est quand même nettement plus sympa de traiter à plusieurs, d'être voilà, au moins en téléphone ou sur Skype, on s'amuse beaucoup plus. Ouais, alors que le Parce qu'il faut trader s'amuser particulier, aussi, hein. souvent, il est vraiment solo. Alors, s'amuser en trading, Faut y prendre du plaisir quand même. alors justement, c'est le chapitre numéro 8 de ma feuille. Et c'est peut-être là, et c'est peut-être un très bon, justement, un très bon moment d'en parler, c'est qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les débutants? Et ce que tu viens de dire, à mon avis, c'est vraiment très intéressant. Alors, ouais, j'avais un blog avant. J'avais un blog et j'avais mis une grande phrase sur le blog. C'était, il faut traiter avant tout par passion et pas seulement pour gagner de l'argent. Je pense que quelqu'un qui s'y intéresse que pour gagner de l'argent, enfin, je veux dire, il y a 1 milliard de trucs, d'activités où on peut gagner de l'argent. Autant, voire plus qu'en trading. Euh, le trading, c'est pas plus facile que de créer son entreprise. J'en sais rien, n'importe quoi, chauffeur poids lourd, vous achetez un camion, vous en bavez, vous en achetez un deuxième, un troisième, un quatrième et vous devenez Navarro. En trading, c'est pas plus facile que
d'avoir cette réussite-là. Mm. Pourtant, je pense que les camions Navarro, là, Monsieur Navarro, je pense que c'est Monsieur Navarro, il s'appelle, je pense qu'il s'en sort très bien avec son entreprise. Je pense qu'il gagne même peut-être nettement plus que certains traders. Donc, il n'y a pas, faut oublier le côté argent facile. Il ne faut pas s'intéresser au trading que pour l'argent parce que sinon, on va être tout de suite frustré, on va arriver sur des déceptions qui vont entraîner le trader à faire des mauvaises choses pour essayer d'atteindre ces mauvais objectifs. Donc non, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'est le trading, que ce soit analyse technique, analyse fondamentale, un peu des deux, peu importe. Quelle que soit la technique, il faut découvrir, s'intéresser et y trouver un intérêt pour le trading en lui-même. Après, l'argent déjà que vous allez en faire, déjà avant de faire de l'argent, il faudra déjà essayer de ne pas en perdre, ça va être le premier objectif, et puis après de faire de l'argent. Donc je pense que la motivation, l'intérêt qu'on a et la motivation pour laquelle on se lance en trading est très importante. Et c'est pour ça, je pense aussi, que tu as l'expérience que j'ai eue, tu me disais, il y a beaucoup de gens qui ont eu la même expérience au début, etc. Je pense qu'en fait, les publicités qu'il y avait pendant parce que maintenant les publicités sont réglementées, hein, l'AMF, Oui, etc., n'autorise pas n'importe quelle publicité. Mais en 2007, c'était le Far West. Hein. Là, en 2007, c'était vous êtes boulanger, quittez votre boulot, devenez riche en trading. C'était ça les publicités. Hein. Donc, je pense que les publicités ont joué un rôle très important sur la façon dont les gens ont mal découvert l'activité de trading. Certains, mais très peu, comme toi et moi peut-être, ont finalement compris qu'il fallait se former, etc., et on finit par le faire par passion. Mais beaucoup ont abandonné aussi. Beaucoup ont été déçus, écœurés. Il y en a, il ne faut pas leur parler de trading parce qu'ils ont cru à ces messages publicitaires. Ils ont mis toutes leurs économies, parfois toutes les économies d'une vie. Et c'est des gens, il ne faut pas leur parler de trading, de bourse. Ils ont des poussées d'urticaire. Donc, je pense que ce qui a joué un rôle néfaste sur cette activité et sur la perception dont les gens ont de cette activité, ça a été les publicités en ligne qui ont été faites pendant quelques années. Et encore aujourd'hui, aujourd'hui, tu fais du trading, voilà, où est ta Ferrari, machin, non, attends, pour être riche en trading, il y a une phrase que j'aime bien, c'est pour être riche en trading, faut déjà être très riche. oui, oui. C'est-à-dire que le trading, c'est juste l'activité qui permet de monétiser son capital. Donc, les gens, en tout cas c'est mon cas, moi, qui commence avec quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers d'euros maximum sur un compte, ils vont pas, ou alors très difficilement, il y a peut-être 1% des traders qui vont y arriver de devenir vraiment millionnaires ou quoi. La plupart vont perdre, de toute façon statistiquement on le dit, c'est connu. Et puis après, ceux qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent comme moi. Hein. Moi, je fais partie de ceux-là qui ont eu des années gagnantes, des années perdantes. Mais au final, je vais arriver en conclusion là-dessus, au final, au bout d'une quinzaine d'années, j'ai fait le bilan. Si je fais le bilan des années gagnantes, des années perdantes, j'ai pas gagné tant que ça. Vraiment, j'ai pas gagné tant que ça. J'ai pas fait des performances de fou. Au final, c'était peut-être de l'ordre de 15-20% par an en moyenne. Et en fait, 15-20% par an en moyenne, si on fait de l'investissement long terme en ETF ou quoi, alors 15-20% c'est beaucoup, mais par contre, 8, 10, 12% c'est faisable si on fait de la gestion long terme sur des actions, des ETF en comptant les dividendes et tout. On peut faire du 8, 10, voire 12 dans les meilleures années. Et en fait, quand j'ai fait le bilan, je me suis dit là-bas, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à trader, à scalper, à me stresser, à avoir la boule au ventre, même des fois, et ça je pense qu'on l'a tous fait aussi, à passer la nuit ou alors à se réveiller au milieu de la nuit pour aller surveiller ses positions. Oui. Tout ce stress, tout ça, pour au final faire quoi? Faire 15-20% au lieu de 8-10. Bon, et en fait, 8-10% en gestion de portefeuille, franchement, on ne se casse pas la tête. Alors, je surveille quand même tous les jours mon portefeuille, mais je ne suis pas en train d'intervenir tous les jours. Je check où j'en suis, c'est tout. La réel temps que j'y passe, c'est 1 heure pour surveiller un petit peu ce qui s'est passé en termes de bilan, de résultats, machin, etc. Mais c'est infime et c'est ça qui m'a motivé il y a 2 ans. Même si de temps en temps, j'ouvre encore ma plateforme de trading, j'ai encore quelques centaines d'euros sur un compte.
juste pour le fun, pour m'amuser, pour prendre du plaisir, parce que j'y prends toujours du plaisir. Mais, voilà, j'ai fait le rapport en me disant, bon, bah, toutes les heures que j'ai passées, au final, j'étais même pas payé. C'est pour ça, les traders, on se dit, ils sont riches. En vrai, si je fais le Non. bilan de ce que j'ai gagné, j'étais même pas un salaire horaire de rien du tout. D'ailleurs, il n'y a pas un salaire horaire qui me. Voilà, j'étais très en dessous du minimum du salaire horaire même en Bulgarie, je pense. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, j'en suis arrivé à la conclusion que si c'était que pour l'argent, il valait mieux que je fasse un investissement long terme, ça me stresserait moins et je continue à faire du trading, alors soit avec mon petit compte, soit par l'intermédiaire de concours ou autres, ou voilà, il y a les concours, il y avait une carotte à la fin, quelques milliers d'euros à gagner. Bon bah voilà. D'ailleurs, si j'avais gagné les concours, j'aurais gagné peut-être nettement plus que ce que j'ai gagné en 10 ans de trading. Donc Aïe, aïe, aïe. voilà. Voilà, Enfin, voilà. j'adore. Alors, franchement, hein, j'adore cet entretien parce que tout ce que tu as dit, euh, alors tu as vécu plus de choses que moi, hein. Moi, je suis pas du tout au même niveau, mais c'est un effet miroir, quoi. C'est dingue. Il n'y a pas les mêmes chiffres, mais on a les mêmes leçons, on a les mêmes retours, on a les mêmes conclusions, sans forcément, moi, ouais, être rentré dans le domaine du trading quand tu as pu faire avec tous les métiers que tu as pu faire, mais on a les mêmes conclusions. Le trading, ça doit rester un plaisir et c'est pas un gagne-pain, quoi. Si on le voit comme un gagne-pain, c'est mort. On se mange le mur direct, quoi. C'est fou. J'en sais rien, moi, n'importe quelle activité un peu comme ça qui fait rêver les gens, que ce soit le joueur de foot, que ce soit pilote de Formule 1, je sais pas, chacun a sa passion, chacun a ses rêves. Si on s'inscrit dans un club de foot pour commencer à jouer au foot en se disant voilà, je vais devenir, je sais pas comment il s'appelle, Ronaldinho Ouais, ou ouais. peu importe. Moi, je suis pas un grand fan de foot, hein, mais ou si on se lance à faire du karting en se disant je vais devenir Schumacher ou quoi que ce soit, tout de suite, bah évidemment, on va se mettre des barrières psychologiques parce qu'on va se rendre compte que bon, bah, si techniquement c'est possible, oui, parce que c'est comme ça qu'ont commencé les champions. Et que techniquement rien n'empêcherait quelqu'un d'y parvenir. Si tout de suite on se fixe cet objectif-là, bon bah déjà on tue la passion parce que quelqu'un qui se met à faire du foot en ayant pour objectif de jouer en Ligue 1, bon, il va se faire chier dans le terrain, dans son club à Créteil ou je sais pas où, il va se faire chier quoi. Il va se faire chier, il va pas prendre de plaisir. Et puis il va se rendre compte que les objectifs sont très difficiles à atteindre parce qu'il va se mettre un objectif là, Hmm. alors que bon bah voilà, on avance petit à petit. Il y en a qui ont plus de talent que d'autres aussi, il y en a qui vont mieux gérer leurs émotions que d'autres, il y en a qui ont il y a le facteur chance aussi, il faut pas l'oublier. Facteur chance, que ce soit en trading, en Formule 1 ou en football, où bah, vous avez la chance de rencontrer à un moment donné le bon manager ou la bonne personne qui vous apprend la bonne technique ou peu importe, et ça joue beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui. Ouais, non, faut commencer par passion. Le trading est avant tout une passion, et si vous partez sur cette activité pour. C'est comme les influenceurs. Je sais pas si tu vois, les influenceurs aujourd'hui, tout le monde veut être influenceur pour devenir riche. Mais en fait, les vrais influenceurs, ils ont commencé par partager un truc, Ils leur partagent une passion. passion, ouais, généralement, ouais. Hmm. Voilà, voilà, c'est ça. Ils partagent soit ça une passion du jeu vidéo, soit c'est une passion de la photo, soit c'est une passion d'eux-mêmes. Ils se trouvent beaux, ils se prennent en photo tout le temps. Enfin, ça c'est plus. Bon, non, il y en a aussi chez les hommes, mais bon. Mais Mais à la t'as un- base, ça tu as part un d'une très bel passion. exemple. T'as un très bel exemple aujourd'hui qui marche bien, c'est Villebrequin, la chaîne Villebrequin. C'est deux passionnés Ah, j'adore, de voitures j'adore. qui font des vidéos pas pour gagner de la thune, mais parce qu'ils sont passionnés. Et en fait, là, tout Tout le à monde se fait. pose la question sur le modèle Villebrequin. Mais c'est un modèle où les mecs, ils s'éclatent, quoi. C'est ça, tout à fait. Ils sont géniaux. Hein? En plus, ils sont super drôles. Ils se prennent Ouais. pas au sérieux. Ils ont leur passion. Et c'est tout à fait vrai. Et demain, tu te dirais, ah bah moi, je vais faire une chaîne pour démocratiser la mécanique et les automobiles. Mais, et en ayant comme objectif d'avoir 10 millions d'abonnés, ça marchera pas. Hein. Ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est pas la peine d'essayer. Et moi, je vois plein de gens. Le trading était plus à la mode encore jusqu'en, je dirais, 2015-2016. Après, il y a eu la mode des cryptos. C'est le même problème, les cryptos. Après, et puis là, aujourd'hui, tout le monde veut être influenceur. Et les mecs, ils commencent, ils ont 10 abonnés et ils disent sur leur Twitter qu'ils sont influenceurs. C'est mettre la charrue la main des bœufs et ça crée toujours des problèmes.
Et oui. Alors après, il y a le dernier chapitre, le mot de la fin. Tout à l'heure, tu as parlé de la crypto, tu étais déçu de la crypto, ou en Ouais. tout cas de comment la crypto était devenue, parce que je pense qu'au début, il y avait vraiment le côté euphorique du Bitcoin, et là, c'est devenu presque n'importe quoi, voire, je sais pas, en fait, t'es plus dans le Ouais, domaine finance, alors, peut-être que tu vas voir que c'est géré peut-être par les banques ou géré par les gouvernements, peut-être. Enfin, là, c'est toi qui as les connaissances sur ça. le Bitcoin à la base, bon, déjà, la technologie, c'est pas un truc de fou. C'est un registre ouvert, c'est pas un truc. D'ailleurs, très souvent, les gens ils disent j'achète un Bitcoin. Non, personne n'achète un Bitcoin, personne n'a un Bitcoin sur son wallet, sur son téléphone. On achète une clé d'accès pour accéder au registre. Et le registre, c'est voilà, on ouvre le registre, il est décentralisé, il est partout. Et le Bitcoin qu'on achète, en fait, ce qu'on achète, c'est juste la clé d'accès pour accéder à un Bitcoin qui est dans le registre et pour pouvoir le transférer. Bon, ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc, la technologie, elle est innovative, elle est pas innovative, elle est ingénieuse. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Elle est ingénieuse dans le sens où on n'a pas, c'est pas comme si on avait inventé l'intelligence artificielle ou l'ordinateur quantique ou ou les innovations technologiques qu'on a aujourd'hui qui nous dépassent. Je veux dire, un ordinateur quantique, comment ça marche? Bon, déjà même un ordinateur normal, j'ai du mal à comprendre. On monte des puces, on monte un processeur, ok, mais si j'ouvre le processeur, il y a quoi dedans? Moi, je suis incapable de comprendre. Les ordinateurs quantiques, alors là, je comprends même pas la base. L'intelligence artificielle, ça m'épate de plus en plus. Là, j'utilise d'ailleurs une intelligence artificielle là, sur Skype à qui on peut demander ce qu'on veut. Ça me dépasse. Donc ça, et la technologie Bitcoin en soi, c'est pas une technologie qui a révolutionné structurellement voilà, technologiquement, c'est pas une révolution de fou. C'est un registre, donc si tu veux, c'est un registre décentralisé, mais c'est astucieux. C'est astucieux dans le sens où ça a été sécurisé, où ça a été très bien conçu et très astucieusement conçu. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ça a été conçu pour une bonne et simple raison. De toute façon, c'est la première crypto, le Bitcoin a été créé pour ça. C'est pour offrir une alternative au monde financier qu'on a, où on a les banques, les marchés financiers, les bourses, les fonds spéculatifs, etc. À la suite de la crise des subprimes de 2008, il y a un Satoshi Nakamoto. Alors, on ne sait pas si c'est une personne ou plusieurs personnes. Il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de l'identité de ce créateur. En tout cas, il s'est dit, je vais offrir une alternative. Il y a plein de banques qui ont fait faillite, des gens qui se sont ruinés. Je vais offrir une alternative d'une monnaie numérique qui serait hors de tout contrôle et qui permettrait aux gens de retrouver le pouvoir de leur argent, c'est-à-dire de voilà, de ne pas être obligé de passer par une banque ou autre, etc. Donc l'idée, je l'ai trouvée géniale. Après, est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est possible? Pas possible. Après, il y a plein de problèmes qui sont difficilement solubles. Comment on fait pour emprunter pour acheter une maison? Comment on fait Oui, bah c'est pour sûr, oui. épargner? Enfin bon, après, il y a plein d'autres problèmes. Mais l'idée de base, je l'ai trouvée vraiment super intéressante. Le problème, c'est que cette idée de base, elle a été dépassée par encore une fois la volonté des gens de faire de l'argent rapide, vite. Donc, on a eu à partir de 2015-2016 une multitude de crypto-monnaies qui sont arrivées, qui ont tout annoncé qu'elles étaient le futur Bitcoin, avec comme seul objectif de faire rêver les gens, parce que le Bitcoin, à ce moment-là, il était à peu près à 1000 $. Il valait un centime, donc les gens, effectivement, bah, toujours le tableau Excel, hein, en se Ah, là, disant, il oh là était là, beau, oui. si j'avais acheté même 10 euros de Bitcoin en 2009, là, ou en 2010, je serais déjà multimillionnaire. Donc, en fait, sur cette base-là, toujours cette volonté des gens de vouloir gagner de l'argent et facilement, rapidement et facilement, bah, il y a toute une multitude de nouveaux Bitcoins. Alors, on a eu Bitcoin, on a eu le Dash, on a eu. Alors, l'Ethereum, c'est encore autre chose parce que l'Ethereum, ça a une autre application technologique. Mais il y a plein de cryptos qui sont nés et tous, au lieu de se focaliser, de se dire bon, bah, comment on va pouvoir utiliser les bitcoins, déjà la première chose qui m'a déçu, c'est toutes ces cryptos qui sont arrivées en disant on va remplacer le bitcoin alors qu'il n'y a pas raison de remplacer le bitcoin. Si le bitcoin a été créé, c'est pour une raison, pour répondre à un besoin précis et s'il marche très bien, il n'y a pas besoin. Enfin, bon, donc déjà, c'est parti dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de spéculation, beaucoup d'arnaques. Voilà, donc ça c'est la première déception, c'est que les gens finalement, les gens se sont intéressés aux cryptos pour gagner de l'argent, c'est tout. Personne, Mhm.
aujourd'hui, même, très peu de gens vont dire, tiens, moi, j'arrête d'avoir un compte bancaire, j'utilise mon Bitcoin pour faire mes courses et tout. Ça n'intéresse personne. Personne n'a été intéressé par ça. Tout le monde a été intéressé par le fait de, je le gagne, je l'achète à 1000, je le revends à 10 000. Je l'achète à 10 000, je le revends à 100 000. Il y avait que ça qui intéressait les gens. Ah oui, tout à Donc fait. ça, c'était la première déception. C'est-à-dire qu'on a beau donner aux gens, finalement, la solution à tous leurs problèmes, et ben en fait, finalement, ils reviennent dans le même problème. Eux-mêmes, tout seuls. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on a reproché aux banques en 2008, justement, c'est pour ça que le Bitcoin est créé, on a reproché aux banques de spéculer, de faire n'importe quoi avec l'argent des gens. Et quand on a donné aux gens le contrôle de leur argent, ils ont fait pareil que les banques. Bah, on est formaté Finalement, aussi, hein. On est vraiment formaté voilà, par rapport à ce modèle-là, hein. on est formaté. Donc ça, c'était la première déception. Et puis après, aujourd'hui, de toute façon, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Il y a plein de produits de bourse. Aujourd'hui, le Bitcoin, il y a des contrats futurs, il y a des options, il y a des ETF. Enfin, aujourd'hui, le Bitcoin, ça a pu... Enfin, je ne sais pas si Satoshi Nakamoto est une personne ou s'il est encore en vie ou s'il n'est pas parti sur une île déserte, j'en sais rien. Enfin, quand il voit le truc, il doit se dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est des fonds d'investissement qui créent des ETF sur le Bitcoin, des banques qui créent des options sur le Bitcoin. Enfin bon, on est très très loin de l'idée de base. Donc ce qui m'a déçu en fait, donc d'une part, c'est de se dire que bon malheureusement on est tellement conditionné par par cet appât du gain, etc., que même si on nous donne un truc à la limite presque utopique, et ben on va malheureusement l'humanité va en faire la pire utilisation qui soit. Ça, c'est un peu décevant. Et après, ce qui m'a déçu aussi, c'est toutes les arnaques, parce que d'un côté, il y a les gens qui veulent gagner de l'argent, qui sont, voilà. Puis après, il y a tous les escrocs, évidemment, qui s'engouffrent dans le truc en Et disant, oui. non, mais Bitcoin, laisse tomber, t'es arrivé trop tard, achète ma crypto à 0,00001. Si elle monte à 1 $, tu seras riche. Et puis en fait, elle monte jamais à 1 $, elle disparaît. Et ça, bon, ça, mais c'est pareil, hein, je veux dire, quand le trading était très à la mode dans les années 2010-2015, il y avait aussi une flopée d'escrocs qui étaient là pour te dire qu'il fallait mettre voilà, il y avait un truc qui s'appelait Finanza Forex, je crois que c'était en Amérique du Sud, où ils te disaient, non, non, mais arrête de traiter, nous on traite, on a des équipes de traders et tout, bon, finalement c'était un Ponzi. Donc il y a toujours eu, voilà, dans tous les phénomènes de mode, il y a toujours eu des escrocs qui ont réussi à s'infiltrer dans le truc. Et de l'autre côté, malheureusement, des gens qui... comme moi, le trading et le crypto, c'est vraiment pour moi les mêmes genres de personnes. C'est pas des gens qui se sont intéressés au crypto par passion, de savoir comment on aurait pu changer le monde, comment on aurait pu structurellement faire un truc tout nouveau, couper l'herbe sous le pied aux banques, etc. Il y en avait quelques passionnés comme ça, mais malheureusement, ils n'étaient pas nombreux. Et c'est l'appât du gain qui a pris le dessus sur tout le reste. Bah, de toute façon, ça n'a jamais été le message qui a été mis en avant, hein. Le Ouais, non, crypto, jamais, hein. la crypto, c'était pas cher et maintenant ça devient très très cher. Donc vous avez un capital possible, le latent, il est énorme. Et c'est toujours le Ouais. message du gain qui a été mis en avant. Donc Ouais, non, mais la c'est sûr, c'est technologie, oui, sûr. c'est seulement après, on a quelques-uns qui ont réfléchi, mais qu'est-ce que c'est le Bitcoin? La grande question. Et c'est là où tu as eu différentes réflexions. Mais dès le début, c'était le gain, le gain, le gain, hein. Alors moi, j'ai eu la chance aussi de travailler en 2016, 2017, 2018 dans cet environnement. Donc Ah j'ai oui. rencontré ce Mm. qu'on appelait des crypto-évangélistes. Donc j'aime bien le terme crypto-évangéliste ou Bitcoin évangéliste, qui était d'ailleurs la plupart du temps, il y en avait un là ici. Alors moi, je ne l'ai pas dit ou je l'ai dit, je ne sais plus. Moi, je vis en Bulgarie depuis 10 ans. Donc j'ai rencontré un des crypto-évangélistes, Bitcoin évangélistes que j'ai rencontré, qui est un Français, un entrepreneur français qui a revendu son entreprise ici. C'était une grosse entreprise. Bon, je ne sais pas combien il l'a vendu. Je crois que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Enfin bon, il l'a vendu très correctement. Et du coup, il était vraiment mais convaincu du Bitcoin. Mais lui, il avait, enfin, c'était pas pour l'argent, il s'en fichait. C'était vraiment pour ce, 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 cette possibilité de structurellement faire une révolution, comme il y a eu la révolution industrielle, faire une révolution financière. Mm. Malheureusement, voilà, j'en ai rencontré quelques-uns. Tous n'étaient pas des millionnaires. Il y en a, c'était des personnes qui étaient convaincues voilà, que cette révolution marcherait.
Alors, est-ce que ça peut encore marcher, hein, le Bitcoin est toujours là, hein, je veux dire, ça peut marcher. Mais le problème, c'est qu'on le voit, les peu de commerces qui acceptaient le Bitcoin dans les années 2018, en tout cas ici, hein, en Bulgarie, là où je vis, il y en avait quelques commerces qui commençaient à accepter le Bitcoin et tout. Finalement, ils ont arrêté de le proposer parce que ça ne servait à rien. Puis de toute façon, ceux qui ils le proposaient avec un système qui convertit automatiquement les Bitcoins en euros sur leur compte. Oui, Donc, de toute façon, bah au oui. final, bon, c'était plus marketing qu'autre chose. C'était pour dire, tiens, moi j'accepte le Bitcoin, mais en fait, il n'a pas été utilisé tel qu'il aurait dû être utilisé. Il peut toujours, hein, il est toujours là, on peut toujours à un moment donné dire, bon, il y en a ras-le-bol maintenant, des banques, des machins, des trucs, et on y va, on l'utilise pour de bon. Mais bon, je doute beaucoup que ça arrive parce qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là. D'ailleurs, les gens le disent, ne parlent plus du tout d'utiliser le Bitcoin comme une monnaie, hein. Aujourd'hui, on ne parle plus du Bitcoin comme une monnaie, on Non, parle c'est fini du ça. Bitcoin comme de l'or numérique, pas comme d'une monnaie. Donc ouais, voilà, c'est dommage parce que ça, on aurait pu vraiment connaître une révolution financière vraiment très importante. Mais bon, c'est comme ça. Bon, peut-être dans une autre vie. Voilà, exactement. Ou dans une autre dimension, c'est peut-être déjà en cours. Oui. Mais écoute, on a fait tous les points qu'on avait vus. Est-ce que tu as un mot à ajouter parce que c'est déjà 1 heure qu'on est en ligne hein, déjà. Ouais, je vois l'heure qui passe, hein. Écoute, pour le mot de la fin, si vous voulez commencer en trading, voilà, au-delà de tout ce que j'ai dit, commencez par passion, etc. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est commencer sans effet de levier. Voilà. Si vous arrivez à gagner ou à ne pas perdre sans effet de levier, là, vous pouvez utiliser de l'effet de levier. Alors vous allez me dire, ouais, mais si j'ai que 1000 euros, ouais, mais bah, il y a des courtiers qui font ce qu'on appelle des micro-contrats. C'est des contrats de 1000 unités. Donc vous prenez une position de 1000 euros sur l'euro-dollar. Vous avez 1000 euros sur votre compte. Alors évidemment, c'est pas sexy, hein. Si vous gagnez, vous allez gagner 10 centimes tous les 10 pips, vous allez gagner 1 euro tous les 100 pips. Ça fait pas rêver, c'est sûr. Mais au moins, ça vous permettra de ne pas être en démo, parce que la démo, ça vous donne de mauvaises habitudes. Là, vous êtes quand même avec de l'argent réel, même si c'est 1 euro que vous perdez à chaque fois, ça reste 1 euro. Une fois que vous aurez perdu 500 fois 1 euro, il faudra sortir la carte bleue. Et psychologiquement, même si c'est des toutes petites sommes, ça change beaucoup par rapport à la démo. Et par contre, ça vous permet d'apprendre parce qu'il faut bien comprendre voilà, que quand on se lance en trading, les premiers mois, voire les premières années, c'est de l'apprentissage. Et après, on est en apprentissage perpétuel de toute façon. Mais voilà, commencez avec une petite somme, sans effet de levier. Et si jamais vous gagnez comme ça et qu'à la fin de l'année, vous avez gagné 200 euros, à force d'accumuler 1 euro, 1 euro, 1 euro, là, bah, l'année d'après, vous pouvez utiliser l'effet de levier et mettre un petit peu plus sur votre compte. Voilà, c'est le dernier conseil pour la fin. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense que ça servira à pas mal de monde. Quoique ma chaîne n'est pas très très grosse pour l'instant, mais c'est pas grave. C'est du partage. Et puis je suis pas, comme tu vas dit tout à l'heure, les gens qui se mettent sur YouTube et ça et qui sont. Ah, Les influenceurs. je ne suis pas influenceur. Voilà. Je ne suis pas influenceur. Bon, on va influencer peut-être très peu de personnes, mais on va bien les influencer. Ouais, ouais, mais justement, le partage. Mais c'est pour ça que je voulais faire ces vidéos avec des gens qui ont de l'expérience, ou même d'ailleurs des gens qui n'ont pas d'expérience, mais partager le vécu, en fait, parce qu'il n'y a que ça qui est intéressant, plutôt que de faire de la vente pour vendre, quoi. Et le vécu, je pense que c'est la meilleure des choses, hein. Enfin, ouais, parce on l'a pris le mur, quoi. Donc on sait que ça fait Ouais, mal. ouais, ça c'est sûr, hein. Ça c'est Voilà. sûr. Bon, en tout cas, encore une fois, un grand merci Pascal de m'avoir invité sur ta chaîne. Tu me donneras le lien, je partagerai aussi sur mes réseaux sociaux avec grand plaisir ta vidéo, enfin l'enregistrement de cette vidéo. Et n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai ravi de revenir si l'occasion est justifiée sur ta chaîne ou peut-être de te présenter d'autres personnes qui pourraient être ravies de revenir aussi partager leur expérience. Bah, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup et puis bah, passe une bonne soirée. À très bientôt. Merci, toi aussi. À Au bientôt. revoir.